Dernier épisode de notre série Enjeux du futur. On va s'intéresser aux humanoïdes, aux robots humanoïdes avec ces enjeux techniques, les enjeux d'accélération avec la Chine qui fait visiblement la course en tête. On va parler des investissements. Tout ça avec deux grands experts. Thierry Berthier, vous dirigez le groupe Sécurité Robotique Intelligence Artificielle du Hub France IA. Vous êtes chercheur, consultant en cybersécurité, cyberdéfense. Vous êtes partie évidemment de plusieurs think tanks et conseils scientifiques. Merci d'être avec nous. Merci. Et Laurent Ciarletta, vous êtes directeur du Tech Lab de Mines Nancy, porteur de chaire application IA et robotique en environnement complexe et également 5G. Vous êtes aussi maître de conférences, enseignant à Mines Nancy, chercheur au Lauréat, le laboratoire de recherche en informatique et ses applications que j'ai eu le grand plaisir de visiter d'ailleurs. Alors, cette IA, intelligence artificielle, c'est le sujet qu'on aborde dans toutes les émissions depuis quelques années, j'ai envie de dire, et vraiment beaucoup en 2025. Vous voyez ça comme un parasite dans le sujet de la robotique humanoïde ou comme une chance? Parce que moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit l'IA comme un accélérateur, justement, dans le domaine de la robotique humanoïde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Alors, d'abord, merci de me recevoir. Oui, alors, on va dire la robotique humanoïde est une robotique très, très complexe. Et c'est les progrès récents, on va dire, en IA. On parlait de renforcement, de l'apprentissage par renforcement, par exemple. C'est ces techniques-là qui rendent les choses un peu plus faisables que les techniques classiques de contrôle. Il y a beaucoup d'articulations, beaucoup d'éléments à prendre en compte pour après les maintenir en stable. Donc, effectivement, l'IA, c'est un accélérateur pour la partie robotique, à mon sens. Voilà, humanoïde. Voilà. Thierry, vous voyez ça comme un concurrent ou comme un accélérateur, vous Alors, aussi? un complément, en fait. Ok. Un composant qui va rentrer dans le robot, que ce soit un robot qui vole, qui nage, qui rampe ou qui roule. Donc, Et vous pensez qu'on va avoir une révolution plus importante avec l'IA ou avec les robots? Alors, mon avis personnel, c'est que la révolution qui arrive en robotique terrestre, aérienne et humanoïde, elle est beaucoup plus impactante, beaucoup plus importante que celle de l'IA générative, par exemple, dont on parle partout aujourd'hui. Oui. Tout simplement Parce que la on s'en robotique... sert quand même de l'IA générative. Pour l'instant, on n'a pas encore de robot humanoïde à la maison. Voilà, mais ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et le robot, contrairement à l'IA générative, il agit sur le réel. Donc, il déplace des objets, il peut les transformer, il peut le casser, il peut les monter, il peut faire des choses. Donc, il va avoir une action sur le réel, et ça change tout, finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il va pouvoir commencer à adresser des métiers qui sont faits par des humains aujourd'hui. Et aujourd'hui, prenez ChatGPT, c'est pas lui qui va vous monter le meuble que vous venez d'acheter. Oui. Hein, on est bien d'accord. Alors que le robot humanoïde, peut-être que lui, dans quelques temps, il va savoir monter le meuble tout seul. Voilà. Et puis aller chercher le colis à la poste, et puis aller chercher les enfants, et puis préparer à manger, et tondre la pelouse, et tailler la haie. D'ailleurs, j'ai envie de dire, preuve en est que l'IA, finalement, est une pré-révolution pour la robotique. C'est qu'on a vu sur scène le patron de NVIDIA à Vivatech 2025 faire le show, finalement, non pas avec des IA, mais avec un robot. Exactement. Donc ça, c'est un signe intéressant. Qu'en est-il techniquement? Parce que je disais, on n'a pas encore de robot humanoïde à la maison, parce que quoi? Il y a des freins techniques? Alors, mais pour moi, il y a bien sûr des freins techniques qui sont liés au fait que, pour l'instant, on parle par exemple d'IA sur un robot humanoïde. On ne peut pas garantir le comportement d'un robot tel que ceux qu'on voit là, voilà, même s'ils ont l'air sympathiques, etc., à la maison, ou même dans certains environnements industriels, si on est la même problématique que la cobotique, c'est-à-dire quels vont être les moyens d'interaction. Donc on pourrait l'avoir à la maison, il ne faudrait pas Donc construire à la cobotique, maison, c'est la etc. collaboration entre l'homme et c'est la machine. Et donc là, si on a ce robot à la maison, en gros, actuellement, il ne faut pas forcément rester à côté, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis après, il y a aussi un challenge, on va dire, de coût. D'accord, c'est-à-dire que ça commence à être moins cher. Alors bien sûr, là, une sorte de dumping, je dirais, qui est fait. Mais si vous voulez, l'ensemble des composants de ce robot-là sont encore relativement chers. Voilà. Et après, donc il n'y a pas un défi technique, mais il y a quand même un défi de baisse de coût encore sur les composants. Si, encore un défi technique, parce que pour les rendre vraiment conscients du contexte et qu'ils réagissent correctement, il y a quand même encore beaucoup de choses à leur apprendre. Là, c'est l'IA. Voilà, c'est l'IA. Qui fait la différence. Mais Les capteurs aussi, et puis des fois des capteurs intégrés. Et justement, quand on parle de NVIDIA ou de ce genre d'entreprise, ils ont aussi beaucoup insisté sur la partie IA embedded, c'est-à-dire qu'ils ont des cartes qui permettent d'avoir beaucoup d'IA quand même embarquées dans des robots de petite taille. Ça, c'est aussi la nouveauté de ces dernières années.
Alors Thierry, vous avez rédigé un article pour la revue Diplomatie qui fait donc un grand dossier spécial robotique humanoïde là pour cet été. Vous parlez d'un rendez-vous manqué de la France. Alors malheureusement, moi j'aime pas être pessimiste, mais force est de constater qu'on n'est pas, malheureusement aujourd'hui on n'est pas dans la course et qu'il y a eu un rendez-vous manqué quand on regarde notamment ce qui se passe en Chine et aux États-Unis. Elon Musk a déclaré il n'y a pas très longtemps que rien que pour le marché américain, c'était 10 000 milliards de dollars. Le marché, la profondeur de marché du robot humanoïde. C'est-à-dire que d'après Elon, chaque famille du monde aura 1 à 2 à 3 robots humanoïdes, comme on a un micro-ondes, comme on a un four, comme on a un réfrigérateur, comme on a une tondeuse, si on est en campagne, etc. Donc, avec une baisse des coûts. Donc, il y a une profondeur de marché qui est énorme. Et puis, il n'y a pas eu d'anticipation, malheureusement. Aujourd'hui, on a 0 boîte qui est capable de construire aujourd'hui un robot humanoïde. Alors, on en a eu une merveilleuse. Moi, j'ai suivi depuis le début avec Bruno Maisonnier, qui a quand même lancé le premier robot humanoïde avec Nao, qui était absolument merveilleux. Bon, Aldébaran a été revendu aux Japonais, hein, et maintenant, c'est terminé, cette aventure. Qu'est-ce qu'on a raté ? Pourquoi on a raté une étape importante ? Alors, typiquement, on va dire ça, c'est la problématique qu'on a souvent en France, c'est-à-dire qu'on a des très bonnes idées. Là, on a lancé le produit, finalement, il était opérationnel, avec certaines promesses. On parlait du coup des robots là. À terme, ils imaginaient effectivement un robot à 2 000 €. D'accord ? Donc, on peut imaginer que c'est la même chose qu'on va voir maintenant sur les futurs robots humanoïdes, mais c'était il y a longtemps. Donc déjà, au niveau de tout ce qui était contrôle du robot, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas toutes ces nouvelles méthodes d'IA. Et le coût de fabrication et la robustesse du robot alors c'est pas un jouet, mais c'était pas quelque chose qui pouvait évoluer dans des environnements complexes où il y a même une maison, c'est complexe. Il y a des choses au sol, il y a des choses. Donc ça, c'était plus pour apprendre. Et après, quand il a fallu passer à l'étape suivante, personne n'a dit on va investir pour en faire quelque chose d'industrialisable. Voilà le Nao. Mais alors, même les Japonais n'ont pas réussi. C'est pas que la France finalement. Les Japonais, ils sont sur d'autres. Sur Aldébaran. Ils sont sur la ressemblance du robot avec de l'humanoïde avec l'humain. Les Japonais, ils sont sur des créneaux qui sont un peu différents, mais qui sont complémentaires de ce que la Chine, par exemple, fait. Pour en revenir à Aldébaran, c'est vrai que c'est dommage. Mais il y a des tournants aussi, il y a des responsabilités partagées. Nao et Pepper, ce qu'ils avaient fait, c'était des robots qui étaient trop petits, qui ne maîtrisaient pas forcément la marche. Parce qu'on peut dire, je fais un robot humanoïde, mais si en dessous, je colle 2 roulettes, je triche. C'est pas un vrai humanoïde, c'est un robot qui roule. Et même si je lui mets 2 papates, ça ne va pas suffire. Il faut marcher. Un robot humanoïde, c'est quand on maîtrise la marche, comme le robot de Boston Dynamics, comme Atlas, comme ces robots chinois Unitree G1 qu'on voit aujourd'hui qui marchent de mieux en mieux et qui courent maintenant. Donc voilà, c'est ça. Qui ont un équilibre très fort, parce que j'ai eu le Nao et ce genre de robots, ils avançaient très doucement. Mais moi, je me souviens qu'il travaillait surtout sur la précision de la pince. Voilà, il imaginait que ce robot pourrait jouer, par exemple, aux échecs avec nous demain. Bon. Vous avez évoqué le Boston Dynamics, avec ces robots chiens là, qui font un petit peu peur, qui sont aujourd'hui les champions. Ça, c'est américain. Qui sont les champions ? Vous avez évoqué la Chine. De toute façon, c'est ce qu'on disait. Entre Chine et États-Unis. Alors, on va dire que les États-Unis, ils ont peut-être commencé, on va dire, avec leurs grandes universités, puis les spin-offs, etc. Il y a avant la Chine, on va dire, globalement. Ouais. Nous, on a aussi d'ailleurs des chercheurs qui travaillent dessus, toujours sur des points un peu spécifiques. Voilà, c'est pas aussi généralisé que Boston Dynamics ou la Ghost Robotics aussi, qui sort le chien qui lui fait peur vraiment, le noir là. Oui, c'est vrai, il fait encore plus peur. Voilà. Mais qui est fait pour un marché, et par contre, on va dire en Chine, ils vont très vite et ils ont on va dire un plan. C'était un peu la problématique, c'est ils décident qu'ils vont être les numéro 1 de la robotique, qu'il y aura des robots dans leur environnement, etc. Et derrière, ils font toutes les étapes et ils accélèrent s'il y a besoin, ils investissent. Le gouvernement déjà d'un côté, et puis après, effectivement, l'esprit, alors ils ont pas, je sais pas, il faut dire qu'il y a des startups en Chine, mais bon, voilà, cet esprit un peu là, ce qui fait que eux, ils passent directement à l'échelle. Donc les Américains ont fait un truc extrêmement pointu, financé globalement par la défense, on va dire sur les esprits de défense. Et en Chine, c'est carrément une initiative gouvernementale qui va dire, non, et puis là, ils se retrouvent avec 30, on avait dit 50 peut-être entreprises d'humanoïdes. Donc en fait, les Américains ont peut-être une petite avance sur certaines choses. Mais les Chinois, sont aussi d'ailleurs très très forts. D'ailleurs, c'est une remarque que je fais souvent, c'est que il y a encore quelques personnes qui croient qu'on a de l'avance scientifique sur la Chine. Je pense qu'ils sont complètement torts. Ah oui. Ouais. D'accord. Pour revenir sur ce plan, cette vision chinoise, oui, il y a eu un plan, des investissements colossaux.
Il y a 50 constructeurs aujourd'hui. Il y a les premières usines de niveau planétaire, c'est-à-dire ces usines qui sont de la taille d'une ville française, qui intègrent tout, les matériaux, les capteurs, les caméras, les batteries. C'est un consortium d'usines et vous faites une méga usine pour produire des milliards de robots. L'idée, c'est évidemment que ces robots-là vont être diffusés partout, ils vont noyer le marché à des prix très faibles, 1000, 1500 $. Et donc, que tous les foyers du monde vont s'équiper de ces robots-là. Et justement, on parle de quel genre de robots? Des robots qui font quoi? Parce qu'il y a eu une grosse accélération sur les robots industriels en Chine, plus 27% en matière de production. Quelles sont les priorités fixées par la Chine en matière de robotique humanoïde? Du civil et du militaire, évidemment. Il ne faut jamais oublier le côté militaire. Le côté militaire, pour l'évacuer tout de suite, c'est... voilà, il y a déjà les drones aériens, les drones aéroterrestres. La zone de conflit entre deux grandes puissances, les 40 km qui bordent la zone de conflit, c'est une zone qui devient invivable pour le soldat humain. Oui. Donc, vous y rentrez, vous avez à 1 heure, vous avez 95% de chances de vous faire tuer. Donc, cette zone-là, elle devient invivable. Et donc, l'idée qui est partagée par la Chine et les États-Unis, c'est de remplacer dans cette zone, les opérateurs humains par des robots humanoïdes qui vont pouvoir monter dans les camions sans changer le camion, qui vont pouvoir monter dans le matériel, remplacer l'humain. Et si ces gens-là, ces robots se font tuer... Vous dites déjà des gens. Voilà. Si ces robots se font détruire dans la zone, c'est pas grave, il n'y a pas de sang qui coule, ça se remplace et on économise le sang humain. Donc ça, c'est sur l'aspect militaire. L'aspect civil, c'est la profondeur de marché. Elon Musk parle de 10 000 milliards de profondeur de marché sur le marché américain, sur la Chine, sur l'Asie, sur l'Afrique, avoir des opérateurs dans les champs pour l'agriculture, avoir des opérateurs dans les usines, etc. La profondeur de marché est sans commune mesure avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, c'est les nouveaux travailleurs, en fait, qu'on nous prépare. Alors, aujourd'hui, donc, vous nous avez dit, l'Europe a raté le coche, la France l'a raté, un certain attentisme, on a un problème d'investissement. Quels sont les grands obstacles pour réussir sur ce marché? Effectivement, déjà, il faut de la volonté, un plan. C'est-à-dire qu'il faut décider qu'on veut faire partie de la course. Et après, il faut mettre... Moi, je suis plutôt rassurée. Je me dis, à l'investissement aujourd'hui au niveau européen, on a Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, c'est un convaincu de la robotique. Alors déjà, c'est pas lui qui prendra toutes les décisions. Donc là, justement, on peut repartir, que ce soit en France ou en Europe. Après, il y a cette problématique de, on va dire, dissémination équilibrage des votes entre les différents acteurs. Ce qui fait que, on va peut-être investir sur la robotique humanoïde, mais il faudra aussi faire, entre guillemets, plaisir à d'autres éléments. Et même quand on va faire de la robotique, finalement, on va dire, il y a 27 pays, où il y a tant de pays, il y a tant d'universités, etc. Mais on va pas dire, on prend les meilleurs des universités, on les met ensemble. On va dire, on va donner un peu à toutes les universités et on va essayer de gérer un projet commun. Et ça, c'est pas la bonne méthode. Pour des choses très rapides, sur du long terme, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, quand on veut vraiment dire, si on se dit, dans 2 ans, on veut avoir rattrapé le retard, ou 3 ans. Voilà. Et d'ailleurs, un exemple, j'ai vu qu'il y a une boîte chinoise, là, en 1 an, la start-up est créée, ils ont déjà un robot humanoïde. Mais bon, je ne sais pas quels ont été les moyens qui ont été mis derrière, mais en 1 an, ils ont réussi à en refaire un nouveau. Et quelle pourrait être la stratégie pour l'Europe pour se différencier, finalement, si on arrive un peu tard? Il faut quand même qu'on trouve un moyen de se différencier. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas d'argent. Premier problème. Deuxième problème, le peu d'argent qu'on a, on le saupoudre, donc sous forme de subvention. Le troisième problème, c'est qu'on n'a pas eu de plan. On en parlait tout à l'heure. Mais il y a des organismes. Le Haut Commissariat au Plan, c'était fait pour ça. Il n'a pas vu le sujet et je pense qu'il ne le voit toujours pas. Donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, quand bien même on voudrait monter une start-up, on prenait cet exemple tout à l'heure, c'est ce que je mettais dans l'article, on voudrait monter une start-up de robotique. Alors, sans être politiquement correct, il faudrait, commencer par acheter tous les robots chinois. Ils sont pas chers, on les achète, on les démonte, on s'en inspire. Quand je dis on s'en inspire, je mets des guillemets. Puis, on essaye de faire un robot made in France. Et en attendant, pour faire ça, on va chercher des financements. Et le problème, l'obstacle numéro 1, c'est qu'on va se confronter à des fonds d'investissement ou des investisseurs qui vont dire « Non mais attendez, ok, vous cherchez combien de millions, mais comment vous allez être compétitif avec des robots qui coûtent déjà 1 000 $, qui seront prêts dans 3 ans, qui seront en retard peut-être sur les robots chinois ?» Et Pour ça, il faut peut-être qu'on se spécialise sur une niche, un type de robot qui peut avoir. C'est pour ça que la situation est compliquée. La situation est compliquée, elle n'est pas complètement désespérée, parce que je pense qu'il y aura sûrement un sursaut au moins européen, mais c'est très difficile, parce qu'on sera les consommateurs. On va être coincé entre les consommateurs. Comme dans le numérique. Entre la consommation de robots américains et de robots chinois en masse, et on sera au milieu, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura un plan souverain sur cette robotique
qui visera à faire monter un ou deux. Si vous aviez justement un argument pour qu'on passe justement de consommateur à producteur, qu'est-ce qui peut nous convaincre aujourd'hui, Européens, d'investir dans la robotique humanoïde ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas nous-mêmes souverains, par exemple, sur la production de ce genre de robots, même indépendamment de la volonté ou pas du robot de faire des bêtises à un moment ou à un autre, on sait très bien que tout élément comme ça informatique déjà peut être arrêté souvent les robots américains sont souvent sur un modèle où en gros il faut payer des licences pour avoir ne serait-ce que l'OS qui tourne et les mises à jour. Donc on va être extrêmement dépendant. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Et après la deuxième chose sur laquelle nous on est très fort en Europe, c'est tout ce qui est, on va dire, normalisation, certification. Et donc là, on parle de robots. Tout à l'heure, je vous disais, là, si vous prenez même le G1, etc., si à un moment, il fait un geste un peu déplacé, ça vous prenez dans la tête un robot quand même avec des bras assez durs. Et donc, ça peut faire très mal. Et donc, en fait, nous, en Europe, on peut aussi, entre guillemets, maintenir l'excellence dans la sûreté ou dans du fonctionnement et rajouter les briques qui nous permettront de pas risquer que ces robots à un moment deviennent des briques qu'on ne pourra pas utiliser. Et donc il y a une niche sur le robot, on va dire, de qualité sécure. Et c'est un peu l'angle mort, j'ai l'impression, dans les sujets de souveraineté qu'on adresse aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être venus en parler tous les deux, Thierry Berthier du Hub Francia et Laurent Chiaretta du Lauria. Je ne sais plus qui citer, ou Tech Lab, tout ce que vous voulez. Merci encore pour vos éclairages. Merci beaucoup.